Bonjour à tous, soyez les bienvenus, visiteurs du salon. Vous regardez la web TV du CIRA et si vous êtes connecté, eh bien, vous êtes sur le www.cira-tv.com. Une nouvelle journée s'annonce et commence aujourd'hui ici sur les 130 000 m² d'Eurexpo avec de nombreux rendez-vous. Évidemment, aujourd'hui, c'est la première journée du Bocuse d'Or. Ça fait 2 ans qu'on attend ça avec beaucoup d'impatience. Eh bien, nous y sommes, ça commence aujourd'hui. Du côté de la Web TV, on va avoir énormément de choses ici sur ce plateau. On va commencer par un débat très intéressant sur l'évolution du travail des chefs et de la gastronomie. Avec ici même sur ce plateau des invités prestigieux puisque Christian Tête-Doigt nous rejoindra en compagnie de Georges Blanc et de Laurent Petit. Alors vous le voyez, c'est une journée qui commence bien. Ensuite, nous parlerons bien, du snacking boulanger, des pistes de développement parce que le snacking en boulangerie est aujourd'hui incontournable. On parlera de l'innovation alimentaire en restauration, comment, pourquoi. On s'intéressera aussi en restauration collective aux achats en circuit court. Denis Imbrosi nous fera sa démonstration. Bien oui, vous le savez, l'Italie a gagné la Coupe du Monde de pâtisserie, alors je me devais de recevoir un chef italien aujourd'hui. Et puis on parlera aussi des comportements de restauration hors domicile dans le monde. Voilà, un programme riche et bien rempli. Et on va tout de suite commencer par regarder tout ce qui s'est passé hier, ici, aujourd'hui, avec un résumé des temps forts. La médaille de bronze va à États-Unis. USA. USA! Congratulations, you have won a bronze at the World Pastry Cup. La deuxième marche du podium. Le Japon. Italie.
Il ponctue toutes les heures la web TV du CIRA avec son CIRA News. Michel Tanguy est avec nous. Bonjour Karine, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette première édition du CIRA News de ce mardi 27 janvier. Nous allons commencer par féliciter les différents lauréats des concours qui se sont déroulés hier ici sur le CIRA. Avec tout d'abord la Coupe du Monde de la pâtisserie, on en a vu quelques images. L'Italie a gagné avec son équipe Emanuele Forsene, Francesco Boccia et Fabrizio Donatone. La médaille d'argent, vous l'avez vu, va au Japon, celle de bronze aux États-Unis. Il y avait aussi la Coupe de France de la boulangerie, remportée par Jean Jacob pour le pain, par Shamsoudine Basson pour les viennoiseries et Nicolas Julien Or pour la pièce artistique. On va terminer avec le championnat de France des arts gourmands, remporté par le CFA de Groisy. Là aussi, une équipe qui s'est battue pour gagner cette première place. Félix Soissard pour la pâtisserie, Timothée Lavrieux pour la chocolaterie, et pour la glacerie, Aurélie Colomb-Claire. Chaque matin, un nouveau chiffre. Aujourd'hui, ce sera 2700. C'est assez impressionnant. C'est le nombre de personnes qui seront réunies ce matin sur les gradins pour assister aux toutes premières épreuves du Bocuse d'Or. Je vous rappelle que ce Bocuse d'Or démarre aujourd'hui et que les épreuves se poursuivront demain. Qui sera le prochain Bocuse d'Or? Il faudra encore attendre quelques heures avant de découvrir le lauréat. Chaque jour aussi, dans ces CIRA News, nous vous proposons un parcours expert, plusieurs parcours experts. Ils sont au nombre de 4 aujourd'hui. Ces parcours experts, ils sont identifiés dans ces petits dépliants que vous pouvez récupérer à l'entrée du salon par l'accès principal. Aujourd'hui, vous allez pouvoir visiter des parcours développement durable, bio, origine France et épicerie fine. Concernant le programme, il est assez dense, vous allez le voir, je vous en parlais, le Bocuse d'Or sur l'espace des chefs, c'est jusqu'à 18 h aujourd'hui. Le CIRA World Cuisine Summit, l'événement mondial qui va scruter les tendances de la cuisine à travers le monde. Cela aussi, c'est jusqu'à 18 h. Ce World Cuisine Summit se déroule sur l'espace Tendance Pain Hall 4. Le concours de l'écaillé d'or et de l'empereur sur l'espace cuisine en scène, c'est jusqu'à 12 h 30. Cédric Béjaoui nous en parlera dans un instant. Il sera à mes côtés. Et puis à partir de 13 h 15, toujours dans les concours sur l'espace cuisine en scène, le concours Gargantua, concours des cuisiniers de la restauration collective. Jusqu'à 15 h, à la Maison de la Pâtisserie, le 11e championnat européen du sucre tiré. Et sur l'espace Café Chaud, la finale du Coffee and Good Spirit. Entre 13 h et 17 h, Tiffany Conroy vous en parlera tout à l'heure. Pôle expert, pour terminer sur ces news, on va s'intéresser aujourd'hui à l'architecture et au design avec Pavillon Chic. Vous allez pouvoir, si cela vous intéresse, glaner quelques conseils, quelques précieux conseils personnalisés sur l'architecture d'intérieur, l'aménagement de vos établissements, de votre restaurant par exemple, avec des designers et les architectes. Rendez-vous Hall 6, stand A et B 78. Cédric Béjaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés. Cédric, vous êtes le président de la Fédération des poissonniers écaillés traiteurs de la région Rhône-Alpes-Auvergne. C'est tout à fait ça. J'ai pris mes fonctions l'année dernière au mois de janvier. Donc une petite année pour mettre le CIRA en place. Entre autres le concours qu'on va proposer aujourd'hui, donc l'écaillé d'or et l'empereur, qui sont deux concours qui sont bien démarrés. Parce qu'en fait, il n'y a pas un concours, il y en a deux. Donc on va commencer par l'écaillé. Donc l'écaillé, ce sont les coquillages. Ce sont les coquillages. Donc on a fait en sorte que les écaillés ont un panel confortable de coquillages à ouvrir et à maîtriser comme il faut. Alors l'idée, j'imagine, c'est de les ouvrir le plus vite possible, mais pas seulement. Je pense qu'il faut aussi que les coquillages ouverts soient intacts. Oui, alors on commence déjà par faire un questionnaire en QCM qui sera éliminatoire. Donc on demande aux candidats de remplir une feuille qu'on leur a donnée avec des réponses. Et à partir du moment, s'ils ont une bonne connaissance de leur métier, ils devraient répondre sans difficulté. Après, pour l'ouverture, on leur demande d'aller vite, mais également ne pas abîmer les coquillages, surtout pas, et de les ranger comme il faut sur un plateau. Donc 2 épreuves simplement ou... Non, et après, on est sur une 3e épreuve pour ceux qui arriveront à passer toutes ces épreuves,
où là on aura 12 finalistes pour un concours de plateaux de fruits de mer à mettre en valeur et tous les produits. Combien de professionnels sont inscrits au concours pour donc, la première épreuve de sélection? Ce matin, ils sont arrivés, ils se sont présentés, ils étaient 24. 24, voilà. Donc 24, 2 épreuves éliminatoires pour la troisième qui donc, consacrera le lauréat sur 12 finalistes. Voilà, de 24, on passe à 20 et de 20, on passera à 12 et puis après 1. L'Empereur, qui lui est le concours qui s'adresse aux poissonniers. Alors ce concours, on y tenait énormément, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on n'avait pas de représentation sur ce salon. Et notre métier premier, c'est poissonnier, une fédération de poissonniers. Donc on voulait vraiment mettre ce métier en avant, l'ouvrir au public, faire voir ce qu'on sait faire. Pas seulement vendre du poisson, mais aussi le transformer, le préparer et le mettre en valeur. En 2 mots, quelles sont les épreuves auxquelles seront confrontés les candidats inscrits? Alors en 2 mots, la même chose qu'on fait sur les boutiques, donc minimiser les pertes, la transformation des poissons entiers, les valoriser comme je disais, et vraiment minimiser la perte avec un esthétique parfait. Si vous souhaitez encourager ces candidats, rendez-vous sur l'espace Cuisine en Scène jusqu'à 12h30. Donc 2 concours aujourd'hui, le concours de l'écaillé et le concours de l'Empereur. Merci beaucoup Cédric Béjaoui. Merci à vous. Prochain Sierra News, c'est dans 1 heure. Pour l'instant, vous retrouvez Karine Tessandier. Merci Michel. Effectivement, tout de suite, on va voir des images du concours Art Gourmand qui regroupe pâtisserie, chocolaterie et glacerie. On en mangerait. Pour le championnat des arts gourmands, il y a une pièce en chocolat et des bonbons au chocolat. Il y a un dessert à l'assiette et il y a une pièce en sucre et une glace sculptée. Donc la manière de travailler, la propreté au travail, le geste et ensuite après c'est sur l'aspect général pour les concours artistiques mais gustatifs pour ceux où il y a de la dégustation. Il y en a qui ont pris des points sur l'artistique par rapport à d'autres, mais qui ont perdu des points en gustative. La plupart du temps, dans des concours comme ça, où il y a de l'artistique et de la gustative, c'est celui qui est le plus régulier dans les 2 qui l'emporte. La plupart du temps, j'ai bien dit. Le CIRA nous offre ce stand, donc on peut justement, à partir de ça, faire évoluer les jeunes pour les amener aux concours plus célèbres. Donc c'est un tremplin, la Coupe du Monde de pâtisserie. Tous les jours, sur ce plateau, on met en lumière les innovations qui illustrent et ponctuent ce CIRA. Alors, depuis le début de cet événement, eh bien, Michel Tanguy vous en a déjà présenté 7 innovations, rendez-vous compte. Eh bien, aujourd'hui, en voici encore 2 nouvelles. Nous allons donc commencer par la 8e innovation qui a reçu le grand prix spécial du jury. Il s'agit d'une cartouche, la cartouche de parmentier de canard de la recette Ferme des Loges. Je vous montre le produit fini en fait. La cartouche, c'est ce que vous voyez dans le bocal. Voilà, c'est le nom en fait d'un parmentier de canard, pommes de terre, quelques légumes et les filochés de confit de canard. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors la cartouche, je vous le disais, donc c'est ce qu'il y a dans le bocal. Le premier avantage de ce produit, c'est très certainement l'économie, puisque le bocal, vous l'achetez et ensuite vous le recyclez. Enfin, quand je dis vous le recyclez, il suffit en fait de le laver, de le nettoyer, de le ranger et vous le réutilisez indéfiniment, puisque vous recevez cette cartouche emballée de manière individuelle, c'est-à-dire uniquement le parmentier congelé. Et il vous suffit de très peu de temps pour une remise en œuvre simple, ce qui fait que
Vous gagnez aussi du temps sur le personnel qui n'a pas véritablement besoin d'être qualifié. Cela correspond à, on va dire, une restauration sur le pouce, une petite carte de snacking dans la journée dans un hôtel. Ça correspond à un endroit de restauration rapide. Pour réchauffer ce parmentier de canard, il vous faut 6 minutes au four à micro-ondes à une puissance de 800 watts. Autant vous dire que c'est assez rapidement mis en œuvre. Donc vous pouvez offrir une restauration ainsi à toute heure du jour et de la nuit. Alors il y a bien sûr plusieurs parmentiers de canard, plusieurs offres de cartouches dans la gamme. Il y a 6 unités sécables dans chaque paquet. Et pour ce qui concerne la gamme, elle comprend du paleron de bœuf, du saumon petits légumes citron, un curry d'agneau et des penne petits légumes du soleil. Ça, c'est pour l'instant la gamme. Je pense qu'elle se développera à l'avenir. Ce parmentier de canard offre aussi des avantages nutritionnels. C'est un produit entièrement bio. Ça, c'est un effort que la Ferme des Loges a fait quand elle a commencé à créer ses recettes. Il y a aussi un côté durable dans la préparation de ce parmentier de canard, puisque les éléments qui entrent dans sa composition sont au plus sélectionnés dans un univers proche de moins de 100 km de distance du lieu de fabrication, ce qui est aussi intéressant. Et puis, par sa composition, des pommes de terre, des légumes et de la viande, il offre un équilibre nutritionnel tout à fait intéressant. C'est donc le prix spécial du jury pour ce parmentier de canard de la Ferme des Loges. Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur ce produit, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le stand de la société, donc Recette Ferme des Loges. On va poursuivre avec le e-pack hygiène par CHR numérique. Alors, je vous présente en fait quelque chose de factice aujourd'hui. Ceci est une tablette, mais cette tablette en fait reçoit, lorsque vous l'avez acheté, le logiciel de l'e-pack hygiène. Vous pouvez donc avoir chez vous cette tablette, mais aussi un écran fixe installé sur un mur ou posé sur un plan de travail tactile. Et qui vous permettent de faciliter toutes les démarches HACCP. Ce n'est pas aux professionnels que vous êtes que je vais apprendre que toutes ces démarches prennent beaucoup de temps, que c'est également beaucoup de paperasse. Grâce à ce nouveau logiciel et à ce nouvel outil, vous allez véritablement gagner du temps, on va dire gagner également en précision. Il y a un côté ludique qui va s'attacher à cela. Vous allez pouvoir rapidement former votre personnel pour que chacun puisse rentrer donc toutes ces démarches, toutes ces étapes de HACCP grâce à l'e-pack hygiène donc par la société CHR numérique. Grosso modo, donc, je vous le disais, toutes les démarches sont rentrées dans la machine. Vous allez également pouvoir prendre en photo toutes ces étiquettes que vous avez longtemps gardées dans des boîtes en ne sachant plus véritablement où vous les aviez rangées, comment les retrouver, avec une mémoire sécurisée donc offerte par le logiciel. Toutes ces photos, toutes vos archives seront absolument apportées en permanence. Lors d'un contrôle inopiné, vous pourrez répondre aux responsables sans aucun problème. C'est donc véritablement un avantage et un gain de temps pour ce e-pack hygiène. Là aussi, je vous encouragerai à vous rendre sur le stand du fabricant pour avoir de plus amples renseignements. On se retrouvera tout à l'heure pour une nouvelle fois découvrir de nouvelles innovations donc de ces nouveaux Grands Prix Sierra Innovation 2015. Karine Tessandier, c'est à vous et à vos invités. Très bien, eh bien merci Michel. Nous allons désormais passer à un tout autre sujet puisque nous allons évoquer l'évolution du travail des chefs et de la gastronomie. L'évolution du travail des chefs, voilà une vaste question à laquelle nous allons tenter de répondre en un bon quart d'heure de discussion en compagnie de mes deux invités aujourd'hui. Georges Blanc, triplement étoilé au guide Michelin, vous avez récemment ouvert un concept de steakhouse à Lyon, le centre, by Georges. Et puis Laurent Petit, 2 étoiles, installé au Clos d'Essence à Annecy, membre de Génération C. J'ai tout dit ? Alors, je suis très bien entourée ce matin pour parler de l'évolution du travail des chefs. Selon une étude de Gira Conseil, le temps consacré au déjeuner à Paris et dans les grandes villes est passé de 1h20 en 1990 à 20 minutes aujourd'hui. Rendez-vous compte, alors comment en tant que chef, on arrive à répondre à cette tendance ?
Monsieur Oui, Blanc. c'est vrai que l'attente de la clientèle d'aujourd'hui doit intégrer une notion de rapidité, c'est-à-dire que un restaurant aujourd'hui, surtout un restaurant pour le déjeuner, les gens attendent un service assez rapide. Donc il faut une bonne mise en place. Normalement, c'est à peu près nous dans nos restaurants périphériques. Je ne parle pas de grands restaurants qui est plus festif, où les gens prennent le temps d'un repas vraiment exceptionnel pour un événement exceptionnel. Mais dans les restaurants périphériques qu'on a, c'est vrai que cette notion de rentabilité, on a beaucoup de mal. Et c'est justement par la qualité des matériels dont on dispose, la conception des menus qu'on arrive à satisfaire l'agrément du repas avec une certaine rapidité qui est vraiment la chose que les gens attendent aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Comment réussir en un minimum de temps à satisfaire ses clients? Oui, en effet, comme dit M. Blanc, il y a eu une énorme évolution. Donc, tout d'abord, vous prenez des chiffres de 90, ça nous emmène quand même très très loin. Ah bah oui, Ouais. tant qu'à Donc, faire. une génération complète, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et le matériel a tellement évolué et on a su s'adapter et c'est quand même valable que pour, en effet, la véritable, le côté alimentaire. On parle bien du côté business. Je veux dire, M. Blanc et moi, on est avant tout des provinciaux, on n'est pas non plus dans la capitale. Et on a encore un peu, on sent quand même que cette reconnaissance qui a été faite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, c'est quand même dans les gènes. Parce que quand on va à Londres, c'est encore pire que ça, quoi. Ils mangent carrément dans la rue, quoi. Donc nous, ils se mettent encore à table et je pense que c'est bien, quoi. Oui. C'est encore bien, quand même. On peut se réjouir de ça au moins. Oui, on n'est pas totalement perdu, quoi. Bon, et ben voilà, une bonne nouvelle ce matin. C'est vrai. Alors on a une diminution du temps des repas, mais on a aussi une diminution des budgets, que ce soit les particuliers ou les professionnels. Doit-on revoir sa copie? Est-ce qu'en tant que chef, on doit évidemment accepter de baisser ses prix en travaillant peut-être des produits moins nobles ou en simplifiant le service? En tous les cas, je pense qu'il faut pas, excuse-moi Georges, je pense qu'il faut pas niveler par le bas et surtout pas nous les chefs étoilés qui représentons sûr. quelque chose et y compris dans nos restaurants périphériques. Il faut surtout pas niveler par le bas et cette fuite en avant, non, elle nous emmène vers certainement ces 85% de restaurants dont on parle qui ne font que de l'assemblage, Oui. qui ne cuisinent plus. Oui. Non, certainement pas à nous de montrer ce mauvais exemple. Et non, il faut pas aller trop bas, quoi. Laissons à ceux qui veulent faire ça, mais je crois que c'est plus notre métier, ça. Oui. Alors que... Laurent a raison, Ouais. il faut distinguer un peu une cuisine de plaisir d'une cuisine un petit peu, une cuisine d'assemblage, comme tu dis, c'est parfaitement vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire comme dans tous les domaines, c'est-à-dire savoir percevoir quelles sont les évolutions, les attentes de la clientèle d'aujourd'hui et se mettre en position d'y répondre le mieux possible. Et c'est comme ça qu'on continue à exister dans le paysage gastronomique ou dans le paysage de la restauration générale. Je crois que ce soit dans la cuisine de haut niveau ou dans la cuisine quotidienne, comme on en parle plutôt aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment être là. Un restaurant, c'est quoi? C'est un lieu où on vient... la noblesse de notre métier, c'est être capable de rendre le plus agréable possible la satisfaction de ce besoin élémentaire, celui de s'alimenter. Donc, que ce soit pour le quotidien ou pour le moment festif qu'on vient faire dans un restaurant étoilé. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est ajouter cette notion de plaisir à celui de menu bien construit, de qualité et servi rapidement. Et surtout avec un environnement agréable et des gens sympathiques pour vous accueillir parce qu'il faut Ça, cette c'est note de capital. convivialité. Ah oui. Moi, je dis, je pense ce qui a un peu changé, je finis, Ouais. c'est, à mon avis, j'explique à mes équipes, qu'est-ce qui compte le plus? D'abord que les gens soient bien accueillis. Deuxièmement, la notion de rapidité, elle est passée devant la notion de cuisine aujourd'hui. Il faut que la cuisine soit honnête, qu'elle soit sincère, qu'elle soit de qualité. Mais ça passe après, à mon avis, le bon accueil, l'ambiance du restaurant, du lieu, la qualité du lieu. Et puis le prix après en troisième et en dernier, peut-être tout ce qui reste, qui fait que le client vient ici et va être fidélisé. En fait, je crois que la vraie nuance, c'est le rapport qualité-prix sur lequel les gens se battent. Et nous, on vend du rapport plaisir-prix. Oui. Voilà, c'est ça la vraie nuance. Et nous, on l'oublie jamais, il faut jamais l'oublier. Et c'est tout ce que tu viens de dire, en effet, c'est le rapport humain, quoi. Qu'est-ce Mais qu'on veut c'est ça. aujourd'hui? On veut de l'humain, quoi. Donc l'accueil, il est capital. Capital. Ouais, capital, donc un vrai bon service. Et c'est là où on a certainement beaucoup de travail à faire, dans les formations, dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie psychologie, quoi. Il faut une petite analyse psychologique du client. À qui ai-je affaire? Qu'est-ce que le client attend? Voilà, et ça,
Il y a vraiment un travail énorme à faire aujourd'hui dans les écoles hôtelières, dans tous les centres de formation, sur ce métier de la salle qui est un peu délaissé. Même si je pense qu'on est en train d'amorcer un changement, on a une prise de conscience là depuis une paire d'années, mais on a du boulot, quoi. Vraiment du boulot, quoi. C'est vrai que c'est un métier qu'on se doit de valoriser et dans les médias aussi, ça participerait beaucoup. Les médias ont Oui. beaucoup contribué. D'ailleurs, les médias ont perçu cette attente d'un public devant la télé ou dans les quotidiens ou les magazines. Il y a toujours une rubrique télé, une rubrique art de vivre qui suscite beaucoup d'intérêt et qui, autour de notre profession, a créé beaucoup d'émulation justement chez les jeunes qui veulent faire ce métier aujourd'hui. Ça a été extrêmement positif pour les consommateurs qui sont plus avertis aujourd'hui, plus affûtés, beaucoup qui comparent avec Internet, tout ça. Tout a changé à une vitesse incroyable. Comme on parlait des équipements en cuisine, c'est pareil. Le rythme maintenant, moi je viens de commander un nouveau fourneau, on est passé totalement à l'induction, on est venu progressivement, mais c'est du grand confort, ça. Ça aide beaucoup. Puis tout a changé, on prépare tout à la minute maintenant avec du matériel adapté. C'est les sauces assemblées au dernier moment, rien à voir avec les sauces qui faisaient 1 ou 2 services dans le bain-marie qui étaient préparés pour la journée ou pour les 2 jours. C'est fini, on perdait toute la fraîcheur d'expression, la puissance de goût, c'était complètement différent. Donc ça a été très bon pour notre métier. Et puis alors, il y a une telle offre aujourd'hui qui est pléthorique qui fait que ça crée une émulation entre nous. Alors, ceux qui prennent du plaisir dans leur vie professionnelle, ils prendront le dessus sur les autres. Celui qui subit sa vie professionnelle, il va moins bien travailler. Il ne pourra pas s'épanouir dans un métier qu'il a choisi. Moi, je dis, sans passion, point d'élévation, c'est ma devise. Et tout part de là. Oui. Quand on a envie de faire quelque chose avec plaisir, comme on le disait, on le fait forcément mieux. C'est vrai. On accueille mieux. En tout cas, c'est perçu. Cette notion de plaisir est perçue par celui qui est en face. C'est sûr, et en fait, on est des métiers passion, des métiers plaisir. J'ai envie de te dire, moi, le mot travail, on ne le comprend pas. On ne sait pas ce que c'est que le mot travail. Ouais. Et pourtant, il en faut des heures. Oui, il en faut des heures, mais ce n'est pas un problème. C'est un tel bonheur, c'est un tel plaisir. Oui. Et en effet, ça a tellement évolué, Dieu merci, dans nos cuisines. Ils en font quand même beaucoup moins d'heures. Hein. On a bien revu la copie, je pense. Vous n'êtes pas de ceux qui disent c'était mieux avant. On est d'accord. Pas du tout. Moi, je suis de la vieille école. Hein. Moi, je suis dans cette maison. Ça fait 50 ans que je suis revenu dans l'affaire familiale. J'ai 50 ans de carrière. Ah oui. Donc, ça compte un peu. Cette maison est étoilée depuis 85 ans. Tu as vu comment ça conserve et je vais peut-être rentrer dans ma 35e année de 3 étoiles. Donc, c'est assez unique. Et j'ai 72 ans. Vous voyez, je suis en pleine forme. Je suis là à 7h30 le matin jusqu'à 23h. Je m'arrête 1 heure ou 2 l'après-midi. Et je fais ce travail avec plaisir. Je pourrais prendre ma retraite, vivre heureux sous les cocotiers, mais je m'emmerde, je rentre de vacances. Je suis plus heureux de reprendre mon travail. T'as fait combien de jours en vacances? Je suis parti 10 jours seulement cette année. Je réduis un peu chaque année. Sur un mois, c'est pas mal. C'est aussi pour le plaisir de vous retrouver ici. Ah, c'est gentil. En tout cas, c'est un virus, ce métier de l'hôtellerie. Moi, c'est dans mon ADN. C'est une addiction. Oui. J'ai plusieurs addictions, mais que des addictions. J'ai que des addictions saines. Oh, ça va. Parfait. Mais c'est vrai que si on peut faire passer le message aux jeunes qui hésitent à embrasser le métier, ou en tous les cas, comme tu disais tout à l'heure, Georges, il y a cette évolution de chef, après de restaurateur. On est avant tout on est maintenant des restaurateurs, quoi. Ce pas qu'il faut, que moi j'invite beaucoup de jeunes à le passer, quoi, parce que c'est quand même génial, quoi. C'est un lieu d'expression. Notre vie, c'est une expression complète, quoi. On a tellement de possibilités, de choses à faire, comme tu disais tout à l'heure, quoi. C'est pléthorique, quoi. Et c'est sans fin, quoi. C'est sans fin. C'est ça. Et on le voit bien avec un salon pareil, quoi. Moi, je suis encore émerveillé à tous les stands, quoi. C'est vrai. Incroyable, quoi. Des innovations. La vaisselle, quoi. Oui. C'est incroyable, quoi. C'est quand même génial, quoi. On est excités comme des gamins, quoi. Oui. Et puis on est aussi un peu des exemples, parce que moi j'étais là toute la journée, j'ai vu plein de jeunes qui veulent faire des photos, veulent une signature, on est un peu des exemples pour eux. Tout à fait. Moi qui suis un amoureux des citations, il y a une citation que j'ai découverte l'autre jour d'Albert Schweitzer qui dit « L'exemple est la chose la plus contagieuse ». Et c'est vrai que la réussite d'une entreprise, d'une équipe en cuisine ou ailleurs, c'est la capacité du chef de susciter, d'entretenir l'enthousiasme dans l'équipe qui a réuni autour de lui. Si vous n'avez pas cette capacité-là, vous ne pouvez pas tout seul. Moi, sans l'équipe, je n'existe pas, et l'équipe sans moi, probablement qu'elle n'existe pas. Cuisinier, c'est un métier, et on en parlait tout à l'heure avec Laurent. Chef de cuisine, c'est un autre métier, parce que tous les bons cuisiniers ne sont pas forcément des bons chefs de cuisine. Restaurateur, alors c'est encore un autre métier, parce que produire, c'est un métier. Vendre, c'est encore un autre métier.
Donc on a un métier aux multiples facettes et donc on peut s'élever jusqu'à chef d'entreprise, une grosse machine. Alors ça, c'est encore la dimension supérieure avec tous les problèmes liés à la réglementation, à la fiscalité, à l'organisation. C'est de plus en plus lourd à porter. Mais il ne faut pas que ça vienne nous distraire de notre métier de base qui est quand même la cuisine. Et puis quand même, on est des vendeurs de plaisir, quoi. Bien sûr. On passe nos journées entières à recevoir des compliments, quoi. C'est vrai. C'est quand Et même on, le pied, on quoi. vient chez vous pour passer des bons Voilà. moments. Voilà. Alors trouver un métier où les gens viennent, Oui. après le repas, ils peuvent vous faire part de leur plaisir, de leur satisfaction, voire même de leur émotion. Ah et même oui, après bien l'addition. sûr. Alors ça n'existe nulle part, ça. Ça, c'est sûr. Alors, pour revenir un peu à ce qui nous occupe aujourd'hui, à cette évolution des repas, le modèle du repas français est vraiment en train de voler en éclats. La déstructuration de la consommation alimentaire est vraiment au cœur de la réflexion de nombreuses enseignes. Comment vous, en tant que chef étoilé pour la restauration gastronomique, vous pouvez rentrer dans ce mouvement, dans ces changements? Moi, je pense qu'on restera toujours il faut apporter plusieurs dimensions autour de cette notion festive parce que le rêve, il commence dans l'assiette. Mais moi, j'ai compris depuis très longtemps que ça allait bien au-delà de l'assiette, c'est-à-dire la table, le restaurant, l'établissement et même tout ce qui est autour de l'établissement qui contribue à créer un lieu qui Pour va toi, faire, le village entier. qui va faire, Exact. Ambiance village. qui va faire rêver les gens. Oui. Bah, si on a la dimension, l'espace, eh bien, il faut l'aménager au mieux, mais avec harmonie et voilà. Et puis avec une équipe formidable, un maître de maison, un chef de cuisine qui a des idées, Oui. qui sait se renouveler dans son offre culinaire au fil des saisons autour des plus grands produits. Moi, je dis une cuisine, elle doit d'abord régaler Mhm. et étonner si possible, et pas faire le contraire, c'est-à-dire vouloir chercher à étonner à tout prix, Oui. en apportant beaucoup de techniques, et puis régaler qu'accessoirement. Donc aujourd'hui, les gens, ils sont revenus à une notion, avec la crise sans doute, on retrouve chez eux plus d'intérêt pour les valeurs traditionnelles, un peu authentiques, et des grands produits, et des choses bien maîtrisées, où vraiment on regarde, bien sûr, l'aspect graphique compte, mais à la dégustation, c'est le plus Oui. important, quand ça crée une émotion. Au niveau du goût, moi je travaille beaucoup sur les sauces. C'était une connerie d'imaginer que dans l'évolution de la cuisine, il fallait marginaliser l'importance de la sauce. La sauce, c'est considérablement intéressant. Et pour revenir un peu au sujet, à contrario, peut-être que, comme vous le dites, ils mangent de plus en plus de manière décousue, à n'importe quelle heure, dans la rue, on le voit notamment dans les pays anglo-saxons. Mais inversement, les gens n'ont jamais autant cuisiné, quoi. Les gens C'est n'ont vrai. jamais fait autant de marché. Mais parce Il y qu'il a un retour. Exactement. Alors nous, je pense que on est acteurs de tout ça, quoi. On est acteurs de tout ça. Les grandes maisons, on a une véritable vitrine et je pense qu'il va y avoir les deux, quoi, en parallèle, quoi. Il n'y en a pas un qui va manger l'autre, quoi. Ouais. Ouais. De toute façon, le consommateur est de plus en plus pointu, il a une meilleure information, il est de plus en plus méfiant. Et le fait maison, aujourd'hui, fait débat. Et pour lui, c'est quand même très important. Le consommateur, effectivement, dans l'assiette, fait la différence. Bah oui. C'est la qualité qui parle, c'est le respect du produit, c'est l'harmonie du menu, c'est beaucoup de choses. Il n'y a que l'engagement passionnel qui vous fait aller au fond des choses. Oui. Ça ne doit pas être seulement bon, ça doit être exceptionnel quand on est dans un restaurant étoilé. Et pour le quotidien, ça doit être correct, ça doit être bon, ça doit être bien fait. Et voilà. Enfin, si la question est est-ce que nous les étoilés, on va réellement aller dans le snacking, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont essayé, on n'y va pas vraiment, Non. quoi, hein. Je veux dire, ça va pas très loin. Regarde Alain Ducasse avec sa boulangerie, ça n'a pas été très loin. Enfin, je veux dire, ça se développe C'est pas pas ce qu'on vraiment, quoi. attend, je pense. Ce créneau snacking, Oui. nous les chefs, je pense qu'on n'y arrive pas ou je sais pas. Mais on a connu cette Ouais. évolution dans tous les métiers de bouche et ça continue et ça s'accentue même. Parce qu'aujourd'hui, les boulangers, ils font un peu de restauration. Ils ont complètement... Parce que vendre du Beaucoup. pain, c'est pas C'est très incontournable. lucratif, hein. Ouais. Donc ils ont compris ça et ils s'adaptent. Maintenant, les gens vont dans les boulangeries, ils trouvent Tout à fait. des plats cuisinés, enfin des formes de néo-restauration. Ouais. Et ben on Voilà. aura un débat et puis là-dessus tout à l'heure. les charcutiers, les traiteurs, les bouchers, tout ça, ils ont un coin. Ils viennent chatouiller notre métier. Ouais. Absolument. Bon, et ben j'espère que vous ne craignez pas trop les chatouilles. Ah, pas de souci. J'ai hein. confiance. Non, c'est là aussi, c'est génial. Ce qu'il y a, il y a L'émulation zéro nous concurrence. dynamise. Ouais, Ah ouais, bien c'est sûr. que l'émulation. hein. Alors, on parlait des boulangers il y a un instant, ça tombe bien, car on va exactement retrouver un geste de boulangerie, car dans cette web TV, nous avons des gestes de chef. Aujourd'hui, c'est des gestes de boulanger, façonner, pétrir et lamer. C'est une belle sensibilité.
théorie, la pratique, on va effectivement commencer par pétrir, puis par façonner la pâte et enfin la lamer avant de cuire le pain. Puisque nous allons parler de pain, nous allons parler de gestes de boulangerie ce matin sur le plateau de la Sierra Télé avec Richard Hildevert. Bonjour Richard. Bonjour Michel. Richard, vous êtes professeur de boulangerie et de pâtisserie à l'école Le Nôtre, Oui. comme votre magnifique toc l'indique. Avant de mettre les mains dans la pâte, c'est vraiment le cas de le dire, parce que là, on va pétrir vraiment avec les mains, hein, pas de Tout à fait. robot, pas de machine aujourd'hui. À la main. Cette formation de boulangerie chez Le Nôtre, à qui s'adresse-t-elle Quels sont les professionnels, quels sont les profils de professionnels qui vont s'inscrire chez Le Nôtre pour venir se former ou se perfectionner, j'imagine, à la boulangerie? Principalement sur les formations de boulangerie qui sont faites à l'école Le Nôtre. Là, on va parler plus de perfectionnement. Il faut avoir les bases de la boulangerie, comprendre comment ça fonctionne, comment les réactions qui se passent au niveau de la pâte. Et les différents professeurs et moi-même, on va apporter un soutien, on va apporter de la technologie en plus, et forcément de la technique et des mariages de saveurs particuliers pour ramener un petit peu de nouveauté et d'innovation. Qu'est-ce qu'on entend par technologie quand on est dans le monde de la boulangerie? On va apprendre à, on va dire, l'utilisation d'un four, par exemple ou Alors, on va apprendre cette partie-là, à savoir qu'en boulangerie, ça paraît simple, les ingrédients sont très simples, mais chaque étape est primordiale. Vous avez de la farine, c'est de la poudre blanche grossièrement, mais il y a une vie dans la farine. Chaque farine va être différente, chaque meunier va avoir une farine qui va être particulière, chaque grain de blé qui va être utilisé va être particulier aussi. Donc il faut apprendre à travailler cette farine. Apprendre à travailler avec les levures aussi. Donc on va apporter de façon technologique tout cet apprentissage que forcément tout le monde ne connaît pas. Déjà, donc, on peut conseiller à un chef de cuisine qui va vouloir se former à la boulangerie, ou du moins qui va vouloir faire son pain, de commencer véritablement par se former à la boulangerie et peut-être aussi aux farines, avoir Aussi, une vraie connaissance pour maîtriser le sujet. Oui, et sur ces différentes matières qui demandent de la technologie, il faut aimer le produit. Si on y va juste pour faire, on va respecter des fiches techniques et on n'aura pas un beau produit, on n'aura pas quelque chose qui sera vivant et on ne mettra pas d'amour et ça ne va pas fonctionner. Oui, parce que finalement, si on va dire tous les deux, on prend à la fois de la farine, de l'eau, un peu de sel et de la levure, on va pouvoir faire du pain. Enfin, vous y arriverez certainement, moi c'est peut-être moins sûr, mais en tout cas, on aura deux produits complètement différents, rien que sur le geste et la façon d'appréhender la matière. Oui, bien sûr, hein. Il va y avoir un toucher, il va y avoir une sensation. Ce que moi j'explique dans mes formations à chaque fois, voilà, vous avez une fiche technique, vous avez des timings à respecter, et à un moment il faut comprendre ce qui se passe dans la pâte, les réactions qui se font, il faut toucher la pâte, sentir la pâte, elle vit. Donc il faut sentir à quel moment il faut l'utiliser, à quel moment il faut la laisser encore se reposer. Et ces moments-là, ce n'est pas écrit sur des fiches techniques. Il faut les comprendre. On va s'intéresser aux gestes, on va commencer les premiers gestes, le pétrissage. Un mot sur la farine. Là, je vois que vous avez deux pots de farine, deux farines différentes. Non, on est sur la même farine, on est sur une farine de type 55. Farine de tradition, donc farine de tradition sans additifs supplémentaires, avec un cahier des charges à respecter pour pouvoir avoir l'appellation. Nous ne sommes pas obligés de choisir une farine type 80, type 110, 150. Après, ça va dépendre de la saveur qu'on veut obtenir au final sur notre pain. On va éviter de toucher aux farines de type 45 qui sont plus riches en protéines. Ce n'est pas ce qu'on recherche dans le pain. Dans le pain, on va rechercher de l'extensibilité pour avoir une pâte qui gonfle correctement, un petit peu de ténacité et un petit peu d'élasticité aussi. Donc après, voilà, ce type de farine-là est très approprié pour du bon pain. Donc farine, levure fraîche. Voilà, levure fraîche, levure boulangère. On va préférer cette levure fraîche à la levure sèche. Bon, en France, on est habitué à utiliser cette levure-là. Elle se dissout très rapidement dans l'eau. On peut l'utiliser de façon très rapide. On n'a pas besoin de la réhydrater, de la remettre en vie, entre guillemets. Sur la levure sèche, il va falloir la réhydrater avec une eau un petit peu tiède pour redémarrer le processus de fermentation au niveau de la levure. Si on est dans des pays un petit peu à difficulté, à haute température, pour la conservation, forcément, on utilisera la levure sèche. De l'eau. De l'eau toute simple. Température de l'eau, est-ce qu'elle a une importance? Est-ce qu'on utilise de l'eau fraîche ou de l'eau à température ambiante? Alors, la température de l'eau va être très importante. C'est ce qui va déterminer la température finale de notre pâte. Donc pour ça, il y a une petite gymnastique toute simple à faire. Il faudra prendre la température de notre farine, ici, la température de l'air ambiante. On va additionner les deux températures. Donc imaginons qu'ici j'ai 20 degrés sur ma farine, 20 degrés l'air ambiante, ça me fait 40 degrés en théorie, non pas en pratique. Oui, Et sur un pétrissage main, on va travailler ce qu'on appelle sur une température de base. Et j'aurai une température de base de 60 degrés. Donc je fais mes 20 plus mes 20, 40 degrés.
moins les 60 degrés de température de base, ce qui me fait 20 degrés, donc il me faut une eau à 20 degrés. D'accord. Si je ne respecte pas ça, je ne vais pas avoir une température finale de pâte qui va être régulière. Des fois j'aurai 20, des fois j'aurai 25, 30. La pousse va être différente et on n'aura pas la même aromatique, on n'aura pas la même régularité. Est-ce que l'action mécanique du pétrissage, alors qu'elle soit, on va dire, manuelle ou véritablement mécanique avec un outil de pétrissage, va quand même apporter de la chaleur? Le fait de travailler la matière, ça va lui donner ça va faire monter la température? Oui, donc en travail main, on a une main qui est aux alentours de 32 degrés, à peu près 31. Donc là, on va réchauffer la pâte quand même avec la main. Si on travaille sur du mécanique batteur, en première vitesse, on ne va pas forcément réchauffer vraiment la pâte. En deuxième vitesse, en général, on compte sur une friction de 6 degrés à peu près, qui s'effectue pendant le pétrissage. D'accord. Ouais, donc il faut aussi prendre ça en compte. Il faut prendre ça en compte. Donc en général, quand on est sur de la deuxième vitesse, on va parler d'une température de base aux alentours de 54 degrés. Donc on réduit la température de base, donc on aura une eau qui va être plus fraîche pour pouvoir absorber cette friction de 6 degrés. Voilà. Je vous laisse faire les premiers mélanges. Parfait. Donc là, on va commencer par l'eau. Je vais commencer avec mon eau. Donc je ne vais pas mettre toute l'eau, je vais en garder juste un tout petit peu et je rajouterai à la fin de mon pétrissage. Ici, j'ajoute ma levure. On la dissout dans l'eau. Voilà, je la dissous rapidement dans l'eau. C'est juste pour amorcer ce procédé-là. Je ne vais pas forcément attendre que ce soit complètement dissous. Quelle est la température à laquelle la levure va se dissoudre? Bon, la levure, que ce soit à froid, à chaud, il va y avoir une dissolution qui va se faire. Après, au niveau de la vie de la levure, au niveau de ses performances, à 20 degrés, elle est quand même déjà bien active. D'accord. Après, à 4 degrés, elle est plus ou moins endormie et on est assez confiant là-dessus. Si vous conservez quelque chose à 4 degrés, ça ne bouge pas. D'accord. Donc ici, je vais rajouter ma farine. Donc la farine, pas besoin de la tamiser, hein. Donc je vais démarrer un tout petit peu mon mélange. Pourcentage d'eau par rapport à la farine? Alors là, ici, je suis à 65% d'hydratation. C'est sur une bonne moyenne, c'est ce qu'on appelle une pâte bâtarde. En général, au niveau de l'hydratation, on va être entre 55 et 70%. D'accord. Là aussi, j'imagine qu'on va adapter le pourcentage d'hydratation de la farine en fonction du résultat final, mais voilà, aussi en fonction des éléments extérieurs à la fabrication, température, humidité. Voilà, ça va s'adapter à ça et ça va surtout s'adapter aux professionnels. Quand on démarre dans le métier, on va avoir tendance à faire des pâtes qui vont être un petit peu fermes parce que c'est plus simple à façonner, c'est plus simple à maîtriser. Et après, au fur et à mesure, plus on veut du pain avec un bon résultat, plus on va partir sur une hydratation qui va être plus haute. Mais après, ça va être un peu plus compliqué sur les différentes étapes qui vont suivre. Donc là, on mélange à la spatule un petit peu. Là, j'ai mélangé grossièrement. Je vais incorporer mon sel. Le sel après. Pour éviter tout contact avec la levure, simplement. D'accord. Oui, parce que le sel le sel, détériore la levure. Voilà, le sel est hygroscopique, donc le sel va dessécher la levure et il va tuer la levure. Le vilain. Il est méchant. Mais mine de rien, tout cela a son importance puisque c'est ces petites erreurs qui font que, on va dire, lors de premières panifications, parfois les résultats sont plus que décevants. Sans le savoir, on a éteint les facultés de la levure et on se retrouve avec une galette. Oui, c'est ce que j'explique sur les formations à l'école de nôtre. Chaque étape en boulangerie va être importante. Vous aurez beau avoir un beau pétrissage, si la suite n'est pas bon, ça ne fonctionnera pas et inversement. On montre juste comme ça l'état de la pâte parce qu'on voit que vous avez très très peu mélangé. Très peu mélangé la pâte. Et déjà, on a quand même un appareil qui est, je dirais, avec une belle homogénéité. Voilà, et je vais pouvoir continuer à travailler mon pétrissage à la main. Ici, j'ai démarré dans le bol et je finirai tranquillement sur la table. Je suis assez content de vous voir pétrir à la main puisque c'est un terme que les professionnels peuvent trouver assez régulièrement, le pétrissage. Mais qu'est-ce que pétrir? Quel est le geste de pétrir? Que fait-on avec ses mains quand il s'agit de pétrir? Donc là, la première partie ici, je vais avoir le phrasage. Le phrasage, ça va être l'incorporation de toutes les matières pour avoir quelque chose qui soit homogène. Et en général, on est un petit peu en combat avec les cuisiniers, entre guillemets. Eux, ils ont tendance à phraser les pâtes en fin de pétrissage. Oui. Donc on a un terme qui est identique, mais on n'a pas un travail identique. Nous, on phrase toujours au début, incorporer les matières. Et quand la pâte est bien homogène, après, j'attaque le pétrissage là, pour donner la texture à ma pâte. D'accord.
Donc là, en fait, le phrasage, vraiment, c'est avec la paume de la Voilà, main. Vous allez la paume de la pousser, main, je viens pour, juste écraser, mélanger. C'est juste pour vraiment avoir quelque chose qui commence à devenir homogène. Elle est belle déjà. Voilà, j'ai une pâte qui commence à se former. Ici, je vais démarrer maintenant le pétrissage. Donc le pétrissage, j'écrase ma pâte et je la replie sur elle-même. Donc en fait, on a l'impression que, si je cherche à comprendre ce que vous faites, avec la paume de la main, vous allez incorporer de l'air dans la pâte Voilà, et lui donner un peu d'élasticité également. je vais souffler ma pâte. Donc le but, c'est d'avoir une pâte qui soit lisse et homogène. Donc ici, je la travaille, je tends ma pâte au fur et à mesure. Donc le gluten va se former et je vais récupérer donc une élasticité, mais je vais récupérer surtout une texture de pâte. Le gluten, protéine présente dans la farine Oui. qui se développe à la présence de l'eau. Voilà, tout à fait. D'eau, alors que ça soit d'eau ou que ça soit l'eau qu'on retrouve dans le beurre, que ça soit l'eau. Tout en présence d'eau, ça va se former. Donc c'est pour ça qu'on incorpore du beurre dans une pâte, on l'incorporera toujours en deuxième partie pour éviter que la matière grasse isole la farine et qu'elle ait du mal à absorber l'eau. Absolument. Encore des choses qui paraissent anodines quand on lit une recette, Oui. mais si on ne le fait pas correctement, on ne va pas avoir un bon résultat. Alors le pétrissage, y a-t-il une durée de pétrissage? Doit-on pétrir 5 minutes, 10 minutes ou alors est-ce que c'est aussi une question de ressenti de pâte, de toucher? Alors, comme j'expliquais, moi ce que j'enseigne, c'est vraiment toucher les pâtes. J'aime bien que les personnes qui viennent en formation touchent la pâte au début, touchent la pâte en fin de pétrissage, qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'on ait une pâte qui soit bien homogène et qui commence à être lisse. On n'a pas forcément une durée de pétrissage particulière, c'est après, pendant les différentes étapes de repos qu'on va avoir par la suite, qu'on va pouvoir déterminer et continuer à faire évoluer la pâte et qu'elle puisse prendre encore un peu de force. Question peut-être pas légère, mais pas besoin de la violenter, on n'a pas Non. besoin de la taper pour lui donner... Non. Juste on la pétrit Voilà. tranquillement. Si vous travaillez sur une brioche, là ça va être différent, comme on Là, a il va de falloir- la matière grasse. D'accord. La matière grasse, en général, va avoir tendance à détériorer un peu le réseau glutineux qui s'est fait à l'intérieur d'une pâte. Donc là, il va falloir la retravailler correctement Après. après. Là, j'ai ma pâte qui commence à se lisser. Elle est magnifique. Donc, en général, je préfère ne pas trop travailler les pâtes pour garder le maximum d'arômes, mais faire ce qu'on appelle un pointage qui soit plus long. Oui. Et là, je vais développer mon réseau encore plus important. Donc le pointage, c'est en fait la pousse, hein, le temps de pousse. Ah, c'est la première partie, première pousse. c'est la première fermentation qui va se passer sur la pâte. On va laisser à la levure le temps de commencer à faire son œuvre. Voilà, le levure elle va commencer à démarrer, les enzymes vont travailler, ils vont découper tous les sucres un peu complexes, et la levure va pouvoir commencer à les absorber. Donc là, notre pâte, elle est faite. Ma pâte est prête. Ici, sur une pâte de ce type-là, donc là j'ai une pâte plus ou moins ferme, on va partir sur une heure à peu près. Je ne sais pas si on le voit, mais vous avez vu, regardez. Comment l'élasticité de la pâte. Voilà, on a comment déjà ça- une bonne comme ça texture. remonte, c'est magnifique. Hein. Donc là, il va y avoir une heure de repos sur cette partie-là. Je suis assez content, on a bien travaillé. Oui, c'est pas mal, vous avez bien travaillé. Alors une fois que cette pâte est formée, donc celle-là, on la laisse reposer. Voilà, Elle va température donc ambiante. voilà, gonfler. Alors, temps de pointage. Là, environ une heure sur ce type de pâte-là, à contrôler au fur et à mesure. Est-ce que c'est à l'issue de ce temps de pointage que l'on va façonner la pâte ou est-ce qu'il y a un deuxième temps de repos avant le façonnage? Oui, alors là, donc notre pâte est prête après pointage. On va la détailler, on va la pré-façonner D'accord. et on va la laisser reposer encore 5-10 minutes. Ok. Au moment du détaillage et du pré-façonnage, on va créer encore une tension au niveau de la pâte et on va être obligé de la laisser se reposer pour pouvoir après correctement la travailler et la façonner. D'accord. Donc là, vous avez préparé une pâte avant de venir Bien nous sûr. rejoindre, bien entendu, qui a donc le temps de repos nécessaire. Et nous allons maintenant vous montrer comment façonner la pâte une fois qu'elle a été donc préparée, pétrie, qu'on lui a donné ce premier temps de pointage, puis ce deuxième temps de repos. Regardez ce que Richard nous a apporté. Alors en plus, vous avez, je dirais, même pas bien travaillé, vous avez plus que bien travaillé, vous avez fait plusieurs pâtes avec des graines différentes. Voilà, ici on travaille sur un pain aux céréales, j'ai du lin, du tournesol et du sésame. Trois céréales différents. Ici je suis resté sur une pâte blanche. Donc les deux pâtes qu'on a ici sont déjà pré-façonnées et celle-ci c'est vraiment brute après le détaillage et la pesée. Alors je vous laisse faire pour nous montrer comment est-ce qu'on va façonner la pâte. Donc là je vais juste reprendre cette étape-là, donc le pré-façonnage. Je vais venir retravailler légèrement ma pâte. Ici je la replie sur elle-même. Et je vais repasser ces parties-là légèrement à l'intérieur. Le but, c'est de lui donner une forme
et de la laisser reposer sur cette forme-là. D'accord, rien de plus. Rien de plus. Mais il faut que le geste il soit précis, il ne faut pas trop travailler la pâte. Donc ici, je la prends, je On la la replie tourne. légèrement. Et On avec ramène. mes mains ici, je replie sur l'intérieur. Et je commence Voilà. à donner une première forme. Ah ouais. Et donc après cette étape-là, normalement, on a 5-10 minutes de repos pour que la pâte commence à se redétendre correctement. Et là, 5 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, c'est formidable. Moi, je C'est trouve ça exceptionnel. formidable. là, je vais pouvoir attaquer donc le façonnage. Donc ici, je dégaze un tout petit peu ma pâte. Ouais. Je vais Donc venir... dégazer, ça veut dire qu'on lui enlève un tout petit peu de son air, de Voilà. son volume. C'est surtout pour l'homogénéiser au niveau de la forme. Je viens refaire un premier pliage ici simplement, 2 petits pliages sur les côtés. Et là, je vais attaquer vraiment le façonnage. Je replie tranquillement, sans brusquer ma pâte. Et ici, je viens finir de la souder. Ma pâte est ici bien, elle est terminée, elle est soudée. Et je vais pouvoir l'allonger. Voilà, sans créer trop de force dessus pour éviter que la pâte se déchire. Si elle s'est bien reposée, ça s'étire tranquillement. On aperçoit parfois une petite ligne sur. C'est pas grave en fait ça. Cette ligne-là, ça Voilà. c'est ma soudure. Voilà. Et ça en fait, Ça va se retrouver en dessous, en dessous du au pain. moment de la cuisson. Ouais. Donc voilà. Magnifique. Hein. Ici, je viens refermer. Voilà. Je fais On mes remontre, angles. voilà, le geste. Je fais bien mes angles pour qu'après, à la pousse et à la cuisson, il y ait une... Je peux essayer? Bien sûr. Allez, attention. Alors, on va voir si j'ai bien suivi. Donc, on replie comme ça. Voilà. Ensuite, je replie là une nouvelle fois. C'est ça? Alors après, moi, en général, je vais partir de ma droite. Oui. Et en fait, vous avez fait ça tout à Voilà. l'heure. Et c'est je ça la replie juste pour lui redonner un petit peu de texture. Ouais. Comme ça. Et le dernier passage, après, c'est vraiment souder sur la table pour souder. On estime que c'est soudé ou pas? On estime Non. que ça peut donner Tenez. quelque chose. Je vous laisse finir. Je voudrais pas gâcher le beau travail que vous avez fait. Non, c'est un vrai métier. Ça ne s'improvise pas. Donc là, je travaille avec la paume de la main Voilà, et je pour viens ça. souder Ouais. sur la table. En même temps, je commence à déjà étirer un peu ma pâte avec ma main gauche. Et ensuite, on va rouler. Voilà. Ensuite, je lui donne son allonge. Je viens la poser ici. Donc là, je redégaze un tout petit peu. Voilà. Alors, on en refait une dernière. Et ensuite, vous allez nous montrer comment est-ce qu'on lame. Parce que je crois on peut commencer, je pense, à en parler. Le lamage, le coup de lame, on dit souvent que c'est la signature du boulanger. Mais cette lame, ce coup de lame, l'aération qu'on va quelque part donner au pain a toute son importance pour le développement et la cuisson du pain. Oui, et chaque coup de lame va être différent suivant la texture de pâte que vous avez à la base. Si vous avez une pâte qui est plus ferme, vous pourrez faire un coup de lame plus profond. Si vous avez une pâte qui est plus souple, vous ferez un coup de lame qui sera moins profond. C'est magnifique. Donc la boulangerie, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il faut éviter de trop prendre son temps au niveau du façonnage. Il faut que ça soit rapide et précis pour avoir un beau résultat. Mais par contre, pour l'apprentissage de la boulangerie, pour comprendre comment ça fonctionne, là, il faut prendre son temps. Donc c'est là que c'est un petit peu délicat. Hop. Voilà. Toujours recouvert pour éviter que ça sèche. Ça sèche. Et après, on peut laisser pousser. Et pour terminer, Richard, Hop, hop, hop. le dernier geste. Donc là, les baguettes ont été formées, vous venez de le voir. On les retrouve une fois le temps de repos à partie donc écoulé. Et nous allons pouvoir, avant d'enfourner, donner ce fameux coup de lame qui sera Voilà. le dernier geste de cette démonstration. Donc là, j'ai mon pain qui a bien poussé. J'ai un volume qui s'est créé. Si j'appuie dessus, je sens voit que j'ai qu'il est. j'ai une petite tension. Je pense qu'on le voit, je vais essayer comme ça. Hop, regardez, voir si ça marche. Ouais. J'ai une petite tension, mais qui n'est On pas voit que ça- trop importante. Mais ça remonte en fait, on voit qu'elle Ça remonte, mais il ne faut pas que ça remonte de trop. Donc j'y vais sur mon coup de lame. Allez, c'est parti. Donc je démarre ici, ma lame. La lame bien penchée, que ça soit net et rapide. Merci beaucoup Richard. Ben de rien, c'est Vous êtes moi. un maître de la boulangerie. Alors, ce qu'on va faire, Karine, Richard Hildevert, donc professeur de boulangerie à la Maison Le Nôtre. Karine, je vais travailler, je vais essayer de m'entraîner. Et dès que j'ai le bon coup de lame, je cuis le pain et je vous en apporte un bout. Là, vous savez où me trouver. En attendant, on va rester exactement dans le même thème, dans le même domaine, Génial. celui de la boulangerie, puisque nous allons parler du snacking en boulangerie avec la Toc Magazine. Attention, hein.
Le snacking en boulangerie, eh bien oui, on l'a souvent évoqué sur ce plateau, on ne peut plus y couper. Alors pour en parler aujourd'hui, eh bien je suis juste à côté de Cécile Rudloff. Bonjour Cécile. Bonjour Karine. Vous travaillez donc à la Toc Magazine Exactement. et vous allez mener ce débat sur le snacking en boulangerie en compagnie de vos deux invités. Tout à fait. J'ai invité Éric Machado qui est pâtissier à Lyon. C'est la maison Machado et il fait des choses en snacking qui sont très intéressantes. Et aussi Alexis Dodin qui est boulanger à Métais, à côté d'Annecy. C'est la boulangerie comme à la maison. Voilà, peut-être qu'ils peuvent se présenter. Bien sûr. même. Alors, Monsieur Machado, vous faites des choses très intéressantes en snacking. Lesquelles? Oula, on essaye de faire des choses très intéressantes, on essaye de se diversifier Ouais. au possible. Après, seul le client est juge et revient ou ne revient pas. Donc voilà, tout simplement. Nous sommes dans Lyon, centre, Oui. 6e arrondissement, pour ceux qui D'accord. connaissent. Pas loin de Monsieur Pierre Orsi, de la maison Bernachon. Donc voilà. Et Alexis Dodin, donc boulanger à Métais, proche d'Annecy. Et donc nous on a une activité qui est simple, qui se découpe en 3 axes. La pâtisserie dans un premier temps, un tiers de l'activité, la boulangerie viennoiserie, un autre tiers de l'activité, et le snacking, un dernier tiers de l'activité. Donc c'est très, voilà, c'est une boulangerie pâtisserie qui est très, qui a un fort pôle snacking et donc une boutique qui se prête particulièrement à cette activité-là. Comment est-ce que vous êtes passé de la boulangerie au snacking? Est-ce que c'était dès le départ Alors, pour moi, le snacking, c'est la volonté de créer un magasin vivant. Pour moi, le boulanger, il est là toute la journée dans la vie des gens qui viennent nous trouver. Il est là le matin pour le petit croissant. Il est là après pour la petite baguette juste avant d'aller manger à midi. Il est là à midi, il est là pour le goûter, il est là le soir. Et donc, au final, ça remplissait tout simplement une case de mon activité. C'est arriver à attirer des gens dans mon magasin, faire vivre mon magasin sur cette période de midi 14h, midi 15h, avoir de l'activité. Et vous, Monsieur Machado, comment est-ce que vous en êtes arrivé au snacking? Alors nous en sommes venus, ça fait 23 ans que nous sommes installés sur Lyon Centre. Et au début de la reprise de cet établissement, on faisait très très peu de sandwichs, il n'y avait pas de demande ou très peu. Et puis au fil du temps, ça s'est développé tout seul, quoi. Et on a augmenté les choix et ça continue et ça continue et ça continue à se développer encore. Justement, quels sont les produits que vos clients préfèrent en snacking? Alors, il y en a énormément. Qu'est-ce que vous leur proposez? Aujourd'hui, on a une gamme d'à peu près 35 sandwichs Aïe. qu'on fait tourner. L'incontournable et l'indispensable reste le jambon fromage. Ensuite, toutes les dérivés de poulet, donc à toutes les sauces avec les fromages, les légumes, pas de légumes et autres. Un petit peu de saumon. On vend de plus en plus de burgers aussi dans l'air du temps, donc Oui. à toutes les sauces, à toutes les tailles. Puis voilà quoi. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment où vous êtes justement, vous vous êtes ouvert à cette activité de snacking, ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Oui. Il n'y a pas de difficulté. C'est faut proposer, faut renouveler, faut inventer, créer. Mais non, il n'y a aucune difficulté à développer des sandwichs. Il faut juste avoir un petit peu d'idées, trouver les bons fournisseurs, trouver les bons produits et faire goûter aussi de temps en temps. Et puis ça vient tout seul. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration pour le snacking? Un peu partout. Un peu partout. Chez les confrères, dans les magazines professionnels, magazines particuliers, magazines féminins, dans les cahiers de tendance des grandes maisons, un petit peu là où on nous emmène, quels sont les produits qu'il faut travailler, quels sont ceux qu'il ne faut pas travailler. Voilà, faut être curieux, faut chercher. Vous, Alexis, comment est-ce que vous développez? Alors moi, le but, c'est de créer des produits. Les gens, quand ils rentrent dans la boutique, il faut que ça fasse waouh. Il faut que ça fasse waouh, c'est gourmand, waouh, c'est visuel. Et la plus belle réalisation de snacking, à mon sens, alors c'est ce que nous on appelle la flambée, mais voilà, grosso modo, c'est une grande pizza ovale qui prend la taille d'une plaque 40-60.
où on met plein de couleurs dessus, parce qu'on met des tomates confites, des poivrons confits, des aubergines. Là-dessus, on met de la roquette à la sortie du four, du parmesan. Donc voilà, déjà c'est vivant parce que c'est plein de couleurs. C'est généreux, c'est gourmand, donc les gens ils n'ont pas l'impression de se faire avoir sur un critère juste monétaire. Enfin voilà, ils n'ont pas l'impression de se faire avoir. Et puis voilà, on dira ce qu'on voudra, mais on est quand même dans des boutiques où bien souvent le pain, on est sur le marron, on est sur le beige. Voilà, d'avoir des produits comme ça qui claquent en vitrine, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et de toute façon, il y a une chose de sûre, c'est que dès qu'il y a des produits comme ça en rayon, c'est là-dessus qu'on se dirige. Voilà. Pareil pour les sandwichs, vous faites un sandwich sans salade, il sera terne. Vous avez beau mettre une bonne garniture dedans, j'en doute pas qu'il sera excellent. Mais si vous n'avez pas le petit coup de vert, le petit coup de rouge de la tomate, il aura quand même du mal à se vendre, parce que votre pain, votre sandwich, ça restera que une enveloppe de pain. Et au final, les gens ont quand même envie de. Il y a Pauline qui disait, on mange déjà avec les yeux. On mange avec les yeux avant de manger avec la bouche. Et c'est terriblement vrai. Je rajouterais même qu'on mange avec le nez, on mange avec les oreilles avant de manger avec. Voilà. Mais tous les sens rentrent en éveil, encore plus dans l'achat, dans la phase d'achat. Et donc, il faut arriver à mettre en ébullition tout ça, quoi. La flambée, il faut qu'elle sorte à 11h. Si elle sort à 8h du matin, ça n'a aucun intérêt, parce que les gens n'ont rien à faire de respirer de la tomate confite, de la roquette et du parmesan. Par contre, si ça sort à 11h, 11h30, quand les gens commencent à avoir faim, ça commence à causer. Si on a ces couleurs-là à 11h, ça commence à causer. Si on a ces odeurs-là, ça commence à causer. La bouche, au final, c'est juste l'outil de jugement du client, et c'est pas en tout cas pour un premier achat, c'est pas l'élément de choix. C'est ça, vous voulez les mettre en appétit. C'est ça, c'est notre job. Quand on arrive à les faire saliver, c'est qu'on a bien fait notre travail. Voilà. Avec des couleurs. C'est pour ça que vous avez mis votre belle chemise rose. Ouais, je suis quelqu'un de très coloré. Vous, Monsieur Machado, comment est-ce que vous accompagnez les clients? Je sais que vous avez des bagues autour de vos sandwichs. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place pour aider les clients à choisir? Alors oui, il y a des bagues. On a mis en place un système de bagues colorées par gamme de sandwich pour que les gens puissent s'y retrouver très rapidement et pas forcément demander à chaque fois l'intitulé du sandwich et la composition. Pour nos clients habitués qui reviennent. Voilà, ils ont un code couleur en repère et ça va très très vite. Après, il n'y a pas vraiment d'accompagnement. C'est un achat pratiquement de nécessité, parce qu'il faut se restaurer, parce que les gens viennent se restaurer. Donc, alors, au-delà du sandwich, nous on a développé aussi aujourd'hui une grande gamme de salades à emporter. Voilà, le complément un petit peu et quelques pièces chaudes, mais pas énormément non plus, quoi. Chez vous, Alexis, il y a des formules, une carte de fidélité? Alors, la première chose, elle est pécuniaire. Il y a une carte de fidélité où les gens ont la possibilité de passer tout leur ticket resto. Et si jamais ils n'arrivaient pas à passer tout leur ticket resto, on leur fait un avoir pour la prochaine fois où ils viennent nous trouver. Et en plus, cette carte donne 5% de réduction, ce qui rajoute de l'attrait. Et après, sur la vente instinctive, on va dire, on essaye de simplifier la vie aux clients. Donc toujours pareil, avec un système d'étiquettes pour que les gens se repèrent plus par rapport à une gamme plutôt qu'à un prix fixe. Donc voilà, donc il y a la gamme rose, la gamme noire, la gamme grise. Donc voilà. Les couleurs. Voilà, c'est toujours les couleurs. Mais voilà, que les gens ne soient pas bloqués sur un prix, plus bloqués. Voilà, je sais que je veux plutôt la version de luxe ou la version discount. Bon, je me dirige vers ça ou ça. Plutôt light, plutôt gourmande. Voilà, plutôt salade, plutôt juste un petit creux. Donc voilà. Donc déjà, c'est détourner. C'est ne pas focaliser l'attention des gens sur un problème, donc le problème du prix. C'est plutôt les focaliser sur quelque chose de plaisir. Voilà, on est là pour leur offrir du plaisir. Notre job, c'est le plaisir. Vous venez chez nous, c'est pour manger, c'est pour vous faire plaisir. Donc c'est hors de question qu'on parle des choses qui fâchent. Donc voilà, on essaie de... Donc le but, c'est vraiment de les focaliser sur juste une gamme.
un ordre d'idées. Et après, de leur proposer des formules pour faire baisser le prix, de vendre toujours des packages, c'est toujours mieux. Nous, je sais qu'on forme énormément les vendeurs à toujours avoir la petite phrase, mais vous êtes sûr que vous voulez pas une petite boisson, vous êtes sûr que vous voulez pas une petite sucrerie. Vous savez que si vous rajoutez juste je sais pas, un croissant, ça vous coûtera 3 fois rien de plus et pourtant vous aurez bien mangé. Au pire, vous en servirez pour le goûter. Donc voilà, c'est aussi le côté business. C'est à nous de l'inculquer aux équipes de vente pour essayer de vendre un peu de snacking. Le prix, c'est quand même une chose importante parce que c'est votre chiffre d'affaires. Au final, alors, est-ce que c'est une activité rentable pour vous et comment est-ce que vous vous en assurez? Alors, c'est une activité rentable, sinon on aurait arrêté depuis très longtemps, je suppose. Hein, ça va calculer. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de ne pas avoir de formule. On a plutôt fait le choix d'essayer de calculer au plus juste et d'avoir le prix juste sur les sandwichs. Je trouve que la formule, c'est un rabais. On incite les gens à aller vers des formules pour du rabais, alors qu'on pourrait le faire. Pourquoi ne le ferait-on pas tout le temps, à la limite? Donc, nous, on a préféré faire ce choix-là du prix juste. Ouais, c'est tout. Comment est-ce que vous arrivez au prix juste concrètement? Bien acheter, bien calculer le prix de revient, bien calculer les temps de fabrication, ce qui me semble très important, quantifier tout ça et voilà quoi. Chez vous, il y a une équipe qui est dédiée au snacking. Il y a 3 personnes qui font ça toute la journée. Voilà. Et chez vous, Alexis? Alors, en ce qui me concerne, ça représente un poste de 39 heures. Donc voilà. Et la rentabilité? Et la rentabilité, pardon, excusez-moi. La rentabilité, alors oui, c'est rentable, parce que c'est simple. En gros, une personne me génère quasiment le même chiffre d'affaires que, par exemple, en pâtisserie, 3 personnes et demie, par exemple, en boulangerie, 4 personnes. Donc, ne serait-ce qu'en masse salariale, oui, c'est rentable. Après, quand vous faites le coût matière et que vous appliquez votre coef, vous apercevez que vous êtes rentable aussi. Donc, ça, c'est indéniable. Donc, voilà. Et donc, oui, on continue à le faire. Et comme je vous dis, après, ça rentre aussi dans une démarche un peu plus collective du commerce. Enfin, voilà. Moi, j'estime que grâce à mon snacking, je peux attirer d'autres personnes sur d'autres secteurs. Je peux essayer de vendre de la baguette, je peux essayer de vendre des gâteaux d'anniversaire. En plus, notre situation est un peu particulière, donc on n'est pas en centre-ville, on est plus en zone artisanale, zone industrielle. Dans une ville plutôt à faible pouvoir d'achat, parce qu'on n'est pas à Annecy même, on est à Métais. Et Métais, c'est pas Annecy. Et donc, voilà, il fallait un positionnement juste, il fallait réussir à faire rentrer les gens dans une boulangerie pour éventuellement les tenter avec autre chose. Donc, il y avait cette problématique-là aussi, c'est toujours réussir à... Le snacking, c'est bien, mais ça fait partie d'un package, c'est-à-dire c'est fait pour faire marcher l'entreprise au global. Chez vous aussi, c'est une porte d'entrée pour le reste de la gamme? Ça fait partie des portes d'entrée de celle du créneau horaire de 11h, 14h, parce que c'est le produit phare. Après, tous les produits sont des produits d'entrée, que ce soit le pain, que ce soit la pâtisserie, suivant la demande et la démarche de la clientèle. Mais aujourd'hui, c'est indéniable, ça va avec la boulangerie. Le snacking va avec la boulangerie. La sandwicherie, qui plus est, quand on est en milieu urbain, comme je le suis en centre-ville, on ne pourrait pas ne pas en faire. Voilà. Oui, aujourd'hui, c'est complètement indispensable. Chez vous, ça représente quelle part du chiffre d'affaires? Bien 25-30% aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce que vous envisagez la suite? On l'espère un peu les choses. Non, nous, on a fait le choix aujourd'hui de partir sur le réceptif, de développer davantage le vrai traiteur, ce qui expliquait un peu ma course de ce matin. Donc le snacking vit par lui-même, il suffit de se renouveler de temps en temps. Et par contre, on fait évoluer notre entreprise avec une part de prise de risque, parce que c'est un peu aller devant des choses qu'on maîtrise pas encore complètement, mais qu'on apprend très très vite, qui est la réception, le cocktail, le service et tout ça, quoi. Très bien. Oui. En 30 secondes, si vous voulez, vraiment, pour conclure.
Pour Ce sera conclure, le mot de la fin. c'est assez simple. En fait, vous avez devant vous 2 boulangers qui font de beaux chiffres d'affaires en snacking. La Oui. moyenne nationale, c'est plutôt 13%, Mhm. mais c'est vraiment devenu un incontournable. C'est vraiment une belle opportunité pour les boulangers. Il faut juste qu'ils pensent à rester fidèles à leur métier d'origine, Oui. qu'ils écoutent leurs clients et qu'ils fassent très attention à leur coût de revient. Après, c'est chouette. Ça roule. Très bien, merci à vous 3 d'avoir été avec nous ce matin, malgré la course, je sais. Eh bien, c'est une fois par heure, désormais, vous le savez, et cela tombe pile poil maintenant. On retrouve le Sira News de Michel Tanguy.